Devonte Cross avait 38 ans et jusqu'à ce samedi matin, il croyait que son mariage valait la peine d'être sauvé. Il était consultant en logistique, conduisait un camion ordinaire, portait des vêtements ordinaires et n'avait jamais mentionné à personne qu'il avait passé 12 ans comme Navy SEAL, effectué 2 déploiements de combat, obtenu une certification d'instructeur de combat au corps à corps et suivi le genre d'entraînement que la plupart des gens ne voient que dans les films. Il était rentré plus silencieux qu'à son départ, et depuis, il essayait de combler la distance. Puis il est passé en voiture devant le studio d'arts martiaux de sa femme, un matin où elle le croyait à la maison. Il l'a regardé marcher dans les bras d'un autre homme comme si elle le faisait depuis des années, parce que c'était le cas. Ce que Devonte a découvert au cours des 5 jours suivants, les reçus d'hôtel, les textos supprimés remontant à 22 mois, le compte secret qu'elle vidait discrètement, ne l'a pas brisé. Cela a clarifié les choses pour lui. Et quand l'amant de sa femme l'a toisé dans ce dojo, a souri à ses élèves et l'a attrapé par la chemise, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Avant de nous plonger dans l'histoire, commentez pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous, car l'histoire de demain est une que vous devez entendre. Le café était noir et chaud, et Devonte Cross était assis à la table de la cuisine depuis 5h47. C'était normal. C'était comme ça tous les matins. Le rapport de logistique de sécurité était ouvert devant lui, un document de 12 pages de la société de transport régional qui le payait pour penser aux menaces avant que d'autres ne pensent au petit déjeuner. Il le lisait de la même manière qu'il lisait tout, lentement, complètement, sans rien manquer. La télévision dans le salon était allumée à faible volume. Météo, puis trafic, puis de nouveau la météo. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, le quartier était encore gris et silencieux, les chaînes lourdes de cette immobilité qui précède juste le moment où le monde décide de se réveiller. Devonte leva sa tasse de café et but une gorgée. Sur le mur du couloir, visible de là où il était assis, il y avait la photo. 8 hommes en tenue de combat complète, plissant les yeux sous un soleil qui n'appartenait à aucun pays que la plupart des gens reconnaîtraient. Devonte était le 3e en partant de la gauche, plus jeune, plus dur sur les bords d'une manière qui n'était plus visible, ou du moins pas immédiatement. Trisha avait mentionné une fois, au début de leur mariage, que la photo la mettait mal à l'aise. Trop intense, avait-elle dit. Il avait hoché la tête et l'avait laissée exactement où elle était. Il tourna une page du rapport. Il l'entendit avant de la voir. Les bruits délibérés d'une femme se déplaçant dans une cuisine avec laquelle elle ne voulait pas interagir ce matin. Le léger bruit d'un placard qui s'ouvre. Le réfrigérateur s'ouvrant et se fermant sans que rien n'en soit sorti. Le silence particulier de quelqu'un qui gère sa propre présence. Trisha apparut au coin du mur, habillée pour le dojo. Leggings noirs, un haut de sport ajusté, ses cheveux tirés en arrière. Elle était belle. Elle était toujours belle. Et ce n'était pas ça qui avait attiré son attention. Ce qui avait attiré son attention, c'était le parfum. C'était celui qu'elle gardait sur le côté droit de la coiffeuse. Le bon. Celui dans la bouteille en verre qu'elle avait acheté au comptoir d'un grand magasin lors de leur voyage d'anniversaire à Charleston il y a 2 ans. Il connaissait cette odeur de la même manière que l'on connaît l'odeur de sa propre maison, sans y penser, sans décider de le faire. Elle le portait pour un cours de sport un samedi matin. Il ne dit rien. « Bonjour », dit-elle. Elle se versa un verre d'eau à l'évier, le dos tourné vers lui. « Bonjour », répondit-il. Son téléphone était sur le comptoir à côté d'elle. L'écran s'alluma. Elle se déplaça vers lui plus vite que nécessaire pour lire ce qui était écrit et le posa face contre le comptoir avant de se retourner. L'ensemble de l'action avait pris peut-être 3 secondes. Fluide, rodé. « Grand cours aujourd'hui » demanda-t-il. « Je pense, oui. » Elle lui sourit. Assez chaleureusement, assez confortablement. Yvan a généralement un bon groupe le samedi. Elle prononça le nom comme on dit un mot qu'on a dit 1000 fois. Facile, automatique. Devonte retourna à son rapport. Elle l'embrassa sur la joue avant de partir. Léger, bref, le genre de baiser qui existe pour être exécuté plutôt que ressenti. Il entendit la porte du garage s'ouvrir puis se fermer. Il entendit sa voiture sortir de l'allée. Il resta assis à la table quelques minutes de plus. Il finit de lire la page sur laquelle il était. Il ferma le rapport et le posa à gauche de sa tasse de café, aligné avec le bord de la table. Puis il se leva, enfila sa veste et monta dans son camion. Okafor Elite Martial Arts se trouvait sur l'avenue Delmar,
dans une ancienne galerie commerciale reconvertie. Une large façade vitrée avec le nom inscrit en lettres dorées et audacieuses. Un mur de trophées visible même de l'autre côté de la rue. Le parking était à moitié plein pour un samedi matin. Quelques personnes entraient et sortaient. Sacs de sport sur les épaules. Des enfants en minuscules uniformes suivant leurs parents vers la porte. Devon se gara de l'autre côté de la rue et laissa le moteur tourner. L'accord argenté de Trisha était déjà là, garé sur une place près de l'entrée. Elle était encore dans la voiture. Il observa. Yvan Okafor sortit de l'entrée principale à 8h14. Devon avait vu le nom sur le site web du dojo. Il n'avait pas vu l'homme. Il l'évalua maintenant, de la manière automatique et sans hâte de quelqu'un entraîné à évaluer sans fixer du regard. Grand, large d'épaules, le genre de confiance physique qui n'a pas besoin d'être annoncé parce que c'était simplement la façon dont l'homme occupait l'espace. Comme s'il avait fait le calcul et confirmé qu'il était la plus grande variable de l'équation. Il portait une veste de survêtement sombre sur son pantalon de GI, une montre en argent captant la lumière du matin. Il conduisait une Audi noire garée sur la place réservée la plus proche de la porte. Il se dirigea directement vers la voiture de Trisha avant qu'elle ne sorte, comme s'il savait exactement où elle s'était garée. Elle sortit en souriant et quelque chose en Devon devint très calme. Ce n'était pas le sourire. C'était ce que le sourire signifiait. Il était détendu d'une manière que les sourires ne le sont pas quand on les exécute. Facile, sans garde, réel. Yvan posa sa main dans le creux de son dos alors qu'il se tournait vers l'entrée. Et Trisha s'y est appuyée. Pas une contraction, pas un ajustement, juste dedans, comme une habitude, comme une chose que son corps savait déjà faire. Devon les regarda franchir la porte d'entrée et disparaître dans le bâtiment aux lettres d'or. Il regarda l'horloge sur le tableau de bord. Il regarda de nouveau la porte. Il resta assis là pendant 4 minutes. Il n'attrapa pas son téléphone. Il ne serra pas le volant. Il respirait au même rythme qu'il l'avait fait tout le matin, assis à la table avec son rapport et son café et le son faible de la télévision. Puis il passa la vitesse et rentra chez lui. Il prépara des œufs, brouillés avec un peu de sauce piquante, comme il les avait toujours fait le samedi matin. Il lava la poêle, la sécha, la remit à sa place. Il se resservit du café. Il se rassit à la table et termina le rapport de logistique. Trisha rentra à 11h20, le visage rouge et les yeux brillants, son sac de sport sur l'épaule. « Comment s'est passé le cours ?» demanda-t-il. Elle posa son sac près des escaliers et étira ses bras au-dessus de sa tête avec la théâtralité facile d'une femme sortant d'un bon entraînement. « Vraiment bien, en fait. On a travaillé les soumissions aujourd'hui. Mes fléchisseurs de hanches vont me détester demain. » Elle rit un peu de sa propre blague. Devon hocha la tête. Ça a l'air d'être une bonne session. Ça l'était. Elle se dirigea vers les escaliers. Je vais prendre une douche. Il la regarda partir. Il nota la façon dont le mensonge était sorti d'elle. Lisse et chaleureux et plein des bons petits détails, comme quelque chose qu'elle avait eu le temps de préparer sur le chemin du retour. Il prit sa tasse de café. Il but une lente gorgée. Il ne dit rien. Il était réveillé à 5h31. Il resta immobile un instant, écoutant le silence de la maison, la respiration de Trisha à côté de lui, lente et régulière, le bourdonnement du ventilateur de plafond, le son lointain d'un chien quelque part dans la rue. Il se leva sans déranger le matelas. Il enfila un t-shirt et un pantalon de survêtement et se dirigea pieds nus vers la cuisine dans le noir. La cafetière se mit en marche. Il se tint à la fenêtre et regarda le jardin pendant ce temps. Le chêne qu'ils avaient planté la première année dans cette maison était plus grand maintenant. Il ne l'avait pas vraiment remarqué jusqu'à ce moment. 4 ans de croissance, silencieuse et constante, pendant que tout le reste se passait apparemment autour de lui. Il s'assit à la table quand le café fut prêt. Il pensa à ce qu'il avait vu la veille, non pas comme un homme blessé y penserait, revoyant la même image encore et encore, chaque passage devenant plus déchirant. Il y pensa de la même manière qu'il pensait aux évaluations de menaces, cliniquement. Ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas encore, ce que le fossé entre les deux allait lui coûter s'il agissait avant qu'il ne soit comblé. Il savait ce qu'il avait vu. Une main sur un dos, un appui, un sourire sans retenue. Ce qu'il ne savait pas, c'était la forme de la chose, sa durée, sa profondeur, sa portée. Il prit sa tasse de café, la reposa.
Il avait besoin de connaître toute la situation avant de faire quoi que ce soit. C'était la règle. Celle qu'il avait maintenue en vie, lui et 8 autres hommes, dans des conditions où la mauvaise décision ne vous valait pas un blâme. Elle vous valait un sac mortuaire. Confirmé avant d'agir. Tout confirmé. Il avait 5 jours avant son prochain voyage d'affaires. Ce serait suffisant. Le compte bancaire commun fut la première chose qu'il examina. Il s'assit dans le petit bureau à côté du couloir ce soir-là, la porte fermée, la maison silencieuse autour de lui. Il afficha 18 mois de relevé sur l'ordinateur portable et commença à lire à partir de l'entrée la plus ancienne. Il lui fallut 40 minutes pour trouver la première. Une facture d'hôtel, à Hampton Inn à 2 villes de là, un jeudi soir d'avril, il y a 14 mois. 93 $. Il le nota. Puis il continua à lire. Il y en avait d'autres, pas tous les mois, mais assez régulièrement pour avoir un rythme. Des hôtels pour la plupart, quelques restaurants qu'il reconnaissait de nom, le genre d'endroit avec un éclairage tamisé et pas de menu pour enfants, le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un quand le repas n'est pas vraiment une question de nourriture. Il croisa les dates avec son propre calendrier, son programme de voyage, ses dossiers de déploiement. Presque chaque débit correspondait à une nuit où il était absent. Celle qui ne correspondait pas tombait des jours où Trisha lui avait dit qu'elle faisait autre chose. Il les nota toutes. 22 mois de dépenses. La plus ancienne datait de 3 mois après son retour de son deuxième déploiement. Il fixa cette date un instant. Puis il ferma le navigateur et en ouvrit un autre. La sauvegarde dans le cloud était quelque chose qu'il avait mis en place il y a 4 ans sur leur forfait téléphonique partagé. C'était un système qu'il avait construit plus par habitude professionnelle que par suspicion. Il sauvegardait tout. Fichiers de travail, fichiers personnels, photos, communication. Il ne l'avait pas consulté depuis 2 ans, et il était raisonnablement certain que Trisha ne savait pas qu'elle existait. Il ne l'avait jamais mentionné. Il n'y avait jamais eu de raison. Il y avait une raison maintenant. Les textos supprimés se chargèrent lentement, se reconstituant par fragments comme le font les anciennes données. Il s'assit sur la chaise de bureau et les lut en silence. Il remontait plus loin que les dossiers financiers. Il les lut dans l'ordre, suivant le fil d'une conversation d'abord prudente et quelque peu réservée, pour devenir quelque chose de beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intime au moment où les archives rattrapaient le présent. Yvan l'appelait « sienne », avec désinvolture, à plusieurs reprises, comme un mot qu'il avait choisi et qu'il utilisait sans plus y penser. Trisha disait à Yvan qu'elle ne s'était jamais sentie aussi comprise. Il lut cette phrase 2 fois. Il pensa au déploiement, à son retour plus silencieux qu'à son départ, à la difficulté de réintégrer les rythmes d'une vie ordinaire après 16 mois dans un endroit qui était l'opposé de l'ordinaire de toutes les manières possibles. Il savait qu'il avait été distant. Il savait qu'il n'avait pas toujours été facile à atteindre. Il y travaillait, lentement, sans en faire tout un plat, comme il travaillait sur la plupart des choses. Apparemment, elle n'avait pas attendu. Et puis, en lisant plus loin dans les messages de cette première année, il trouva la partie qui mit en place quelque chose de froid et de spécifique sous ses côtes. Trisha, dans un message à Yvan, écrivant à propos d'une conversation qu'elle avait eue avec leurs amis communs, décrivant comment elle leur avait dit que Devont n'était tout simplement pas émotionnellement disponible depuis son retour. Décrivant comment les gens comprenaient, comment ils avaient de la peine pour elle. Il avait évolué dans une communauté qui avait déjà entendu la version des faits de sa femme depuis près de 2 ans. Il avait été jugé et condamné dans des pièces où il n'avait jamais été invité. Il resta assis avec cette pensée un long moment. Puis il ferma l'ordinateur portable. Il sauvegarda tout 2 fois. Les dossiers financiers, les relevés, les copies imprimées des textos qu'il avait photographiés à l'écran. Une copie sur une clé USB qu'il enferma dans la petite boîte ignifugée du placard. Une copie sur un compte cloud sécurisé auquel Trisha n'avait aucun accès et dont elle ignorait l'existence. Puis il alla à la cuisine et commença à préparer le dîner. Il fit du poulet, du riz et les légumes rôtis que Trisha aimait. Il mit la table correctement, set de table, verre, tout le nécessaire. Il avait mis les nouvelles à faible volume en arrière-plan quand elle descendit et vit la table. « Oh, dit-elle, tu as cuisiné. »« J'en avais envie, répondit-il. Elle s'assit en face de lui et il remplit son verre d'eau. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il. Elle lui raconta. Un problème de facturation au travail, un collègue qui parlait trop, un déjeuner qu'elle avait pris à l'endroit près de son bureau.
Elle raconta tout avec l'aisance et la texture de quelqu'un qui avait dit la vérité toute sa vie. Il hocha la tête au bon moment. Il remplit son verre quand il était bas. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il y alla un mardi. Il avait passé les 2 jours précédents à faire des choses ordinaires, travail, courses, une lessive. Il laissa le plan mûrir dans son esprit comme il laissait autrefois la préparation de mission mûrir, présente, mais sans s'agiter, sans exiger d'attention avant le moment venu. Quand le mardi soir arriva, il changea ses vêtements de travail et enfila un jean sombre, un enlet gris et ses bottes de travail. Il se regarda une fois dans le miroir. Il ressemblait à un homme qui installe le câble ou conduit un camion de livraison. Parfait. Okafor Elite Martial Art se trouvait au coin d'une galerie commerciale entre un bureau des impôts et un magasin de réparation de téléphones portables. L'enseigne au-dessus de la porte était propre et professionnelle, noire et dorée. Le nom du dojo en lettres capitales et audacieuses avec une petite silhouette d'un combattant en plein coup de pied en dessous. À travers la vitrine, Devon pouvait voir la lueur chaude des lumières intérieures et le mouvement des corps sur le tapis. Il poussa la porte. L'odeur le frappa en premier, tapis en caoutchouc, et fort, et quelque chose de légèrement chimique provenant du spray de nettoyage qu'ils utilisaient sur les sols. C'était une odeur familière, non pas de son propre entraînement spécifiquement, mais du genre d'espace utilitaire où les hommes venaient se tester. Un adolescent près du fond ramassait des bouteilles d'eau par terre. 2 élèves dans la salle d'attente enfilaient leurs chaussures. Devon balaya la pièce du regard en moins de 4 secondes. 2 sorties. 12 élèves se refroidissant après ce qui ressemblait à la fin d'une session. Un petit bureau à droite avec la porte entr'ouverte. Des rangées de trophées le long du mur gauche, régionaux, d'État, nationaux, toute une architecture de domination agencée pour une visibilité maximale. Les tapis étaient bleus et fermes et couvraient la majeure partie du sol principal. Vieille habitude. Il ne s'en était même pas rendu compte. Une porte s'ouvrit au fond. Yvan Okafor sortit en uniforme complet. Le GI était blanc, repassé et propre. Le genre de propreté qui demande des efforts délibérés, le genre qu'un homme entretient parce que l'apparence fait partie de la performance. La ceinture noire autour de sa taille était épaisse et usée sur les bords de la manière spécifique de quelque chose de gagné, maintenu et affiché à parts égales. 3 bandes dorées près de l'extrémité. Il se déplaçait dans la pièce comme les hommes de son genre se déplacent toujours. Comme si le sol attendait ses pas, comme si chaque autre personne dans l'espace faisait simplement partie du décor qu'il traversait. Il vit Devon. Quelque chose traversa son visage. Un éclair, une demi-seconde, une reconnaissance, puis une recalibration, puis l'arrivée lente et facile de l'amusement. Il connaissait le nom. Bien sûr qu'il le connaissait. « Je peux vous aider » dit Yvan. « Je regarde juste » répondit Devon. Yvan sourit. Il se rapprocha. Il laissa ses yeux parcourir Devon une fois. Les bottes de travail, la chemise simple, la façon dont Devon se tenait sans posture particulière, et il prit une décision sur ce à quoi il avait affaire. Devon le regarda la prendre. « Vous pensez vous inscrire » dit Yvan. Il fit un geste vague vers l'espace. « Nous avons des cours pour débutants le jeudi. » Vrai débutant. Sans pression. Il laissa la pause durer exactement le bon temps. « Vous pourriez aussi envisager le yoga d'abord. Gagnez un peu de souplesse avant de monter sur un vrai tapis. Il n'y a pas de honte à ça. » Quelques élèves à proximité ne rirent pas tout à fait, mais ils s'en approchèrent. Yvan continua. Il décrivit le format de l'entraînement libre avec le ton d'un homme expliquant le code de la route à quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture. Il dit que Devon était le bienvenu pour monter sur le tapis tout de suite. Apprendre de quoi il était fait. Découvrir son vrai niveau. Il le dit comme un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. J'apprécie l'offre, dit Devon. J'y réfléchirai. Il se tourna vers la porte. Yvan l'attrapa par la chemise, les doigts se refermant sur le col arrière du hanlet, un geste d'homme habitué à ce que cette prise signifie la fin d'une conversation. Dans son dojo, devant ses élèves, cette prise avait toujours signifié qu'il avait le dernier mot sur tout. Ce qui se passa ensuite ne fut pas une décision. C'était plus ancien que les décisions. C'était installé. Devon pivota à l'intérieur de la prise en un seul mouvement, dégagea la main au poignet avec un effet de levier qui plia le coude d'Yvan dans le mauvais sens juste assez pour briser la prise, et utilisa la propre traction avant d'Yvan pour le rediriger.
Une mise au sol contrôlée qui projeta 210 livres de ceinture noire sur ce tapis bleu avec une force qui fit trembler les trophées sur le mur. Yvan se rétablit rapidement. La ceinture noire n'était pas décorative. Il se débattit, se remit sur pied avec une vitesse réelle, et les 30 secondes suivantes furent authentiques, même si ses combinaisons avaient de la technique derrière elles. Il assura une lutte au sol. Pendant un instant, il atteignit une position dominante et pressa fort, puis Devonte changea. L'immobilité disparut. Quelque chose bougea derrière ses yeux qui n'avaient pas de nom dans le sport et pas de parallèle dans un dojo. Il glissa hors du contrôle d'Yvan comme l'eau trouve l'espace entre les pierres, non pas contre la technique, mais à travers elle, au-delà. Et il appliqua la soumission avec la précision froide et architecturale d'un homme qui avait appris cela non pas en compétition, mais dans le noir, dans de mauvais endroits, pour de vraies raisons. 8 secondes. Yvan était face contre terre, le bras bloqué, complètement contrôlé. La pièce était silencieuse. Devonte le relâcha et se leva. Il ne respirait pas fort. Dans l'immobilité qui suivit, quelque chose glissa sur le tapis depuis la poche de Devonte, perdu dans la mêlée. Il s'arrêta près de la main d'Yvan. Yvan le ramassa automatiquement, encore étourdi, encore en train de traiter le fait d'avoir le visage contre le tapis. Il le regarda. Une carte d'identité militaire. Délivrée par le gouvernement. La photo correspondait à l'homme debout au-dessus de lui sans expression. Le texte indiquait « US Navy, Special Warfare Operator ». Yvan la fixa. Son visage passa par plusieurs émotions successives, aucune d'entre elles n'étant bonne. Devonte s'accroupit, reprit la carte et la glissa dans sa poche. Il se redressa et lissa le devant de son enlet d'une main. « Vous devriez appeler votre femme ce soir, dit-il doucement. Juste pour prendre de ses nouvelles. » Il sortit par la porte d'entrée. La pièce resta silencieuse derrière lui. Il s'assit dans son camion sur le parking et attendit 2 minutes. Laissa sa respiration se calmer complètement. Laissa l'adrénaline terminer sa course dans son système comme on le lui avait appris, en accompagnant le mouvement au lieu de s'y opposer jusqu'à ce qu'elle passe. Puis il sortit son téléphone et ouvrit l'application de mémo vocal. Il parla clairement et sans pause. Il enregistra l'heure, la date, le lieu. Il décrivit l'interaction en séquence. Ce qu'Yvan avait dit, les mots exacts, l'offre, la prise. Il était précis. Il n'oublia rien. Il nota les noms des élèves qui étaient assez proches pour entendre. Il horodata le fichier et l'enregistra. Puis il fit défiler jusqu'au numéro de l'oncle Ray et appela. Ça sonna 2 fois. « Salut, oncle, dit-il. Tu connais toujours cet avocat? Celui qui s'occupe des divorces? » La maison de l'oncle Ray était à 10 minutes en voiture du dojo. Devonte connaissait chaque virage sans y penser. Il faisait ce trajet depuis son adolescence. Après l'entraînement, après l'école, après les 2 déploiements qu'il avait ramenés plus silencieux qu'à son départ, la lumière du Porsche de Ray était toujours allumée. Cela n'avait jamais changé. Il frappa une fois. Ray ouvrit la porte en cardigan et lunettes de lecture, un livre de poche encore à la main. Il jeta un coup d'œil au visage de Devonte, à son immobilité, à ce calme particulier qui signifiait que quelque chose d'important s'était produit, et recula sans un mot. Il alla directement à la cuisine et mit le café à chauffer. Devonte s'assit à la table de la cuisine. La même table, les mêmes chaises avec le même léger tremblement sur le pied arrière gauche que Ray avait l'intention de réparer depuis 6 ans. Un scanner de police murmurait à faible volume sur le comptoir. Une pile de courriers non ouverts était posée près du panier de fruits. Ray posa 2 tasses et s'assit en face de lui. « Parle, dit-il. » Devonte parla. Il raconta tout dans l'ordre. Le parking le samedi matin, la main sur le dos de Trisha, les 5 jours de reconnaissance, les factures d'hôtel, 22 mois d'entre elles, les textos qu'il avait extraits de la sauvegarde cloud. Il décrivit les textos sans faire de commentaires. Il dit comment Yvan l'appelait. Il dit ce qu'elle répondait. Il regarda la mâchoire de Ray se contracter et continua. Il décrivit le dojo, le GI, les trophées, la façon dont Yvan l'avait regardé et avait pris une décision sur ce à quoi il avait affaire. Le défi sur le tapis, la prise. Il décrivit ce qui s'était passé après la prise. Ray se pencha en avant. Il a posé les mains sur toi. Il l'a fait. Devant ses propres élèves, environ 12 d'entre eux. Ray enleva ses lunettes et les posa sur la table.
Il pressa 2 doigts sur son front et resta silencieux pendant exactement 3 secondes. Puis il ne fut plus silencieux. Il voulait retourner à ce dojo tout de suite. Il voulait passer des appels. Il connaissait des gens de l'église, des gens du quartier, des gens qui avaient des fils et des filles inscrits chez Okafor Elite et qui devaient savoir exactement quel genre d'homme dirigeait cet endroit. Il voulait appeler la mère de Trisha, qui avait toujours pensé que Ray était la 8e merveille du monde, et qui ne resterait pas silencieuse une fois qu'elle saurait. Il dit tout cela à voix haute, ses mains bougeant, le café restant intact. Devonte le laissa finir. Il ne l'interrompit pas. Il n'essaya pas de calmer Ray. La colère de Ray était réelle, et elle était juste, et elle méritait d'exister pleinement avant que le plan n'entre dans la pièce. C'était comme ça que ça fonctionnait entre eux. Ray portait le feu. Devonte tenait le plan. Quand Ray se rassit enfin et expira, Devonte se pencha en avant et posa ses 2 avant-bras sur la table. 3 pistes, dit-il, tout en mouvement en même temps. Ray prit sa tasse. Il écoutait maintenant. Premièrement, j'appelle Diana O'Day demain matin. Je la rencontre cette semaine avant que Trisha ne sache qu'une seule chose bouge. Il exposa les choses clairement. La maison était principalement à son nom. Les comptes de retraite, le portefeuille d'investissement, la valeur nette qu'ils avaient accumulée. Il avait été le moteur financier du mariage pendant 9 ans. Il avait des droits qu'il n'avait pas encore utilisés. Diana saurait exactement comment les protéger avant que quiconque puisse réagir. Trisha ne bouge rien, ne touche à rien, parce qu'elle ne saura pas encore qu'il y a quelque chose à bouger. Ray hocha lentement la tête. Deuxième piste. La réputation d'Ivan. La voix de Devonte resta égale. Il a construit ce dojo sur la confiance de la communauté. Les parents y déposent leurs enfants. Il a demandé une subvention pour les vétérans le trimestre dernier. J'ai trouvé l'annonce dans un bulletin d'affaires local. J'ai servi avec 2 hommes de ce conseil. Ils ne connaissent pas encore son nom. Il marqua une pause. Ils le connaîtront. Ray posa sa tasse avec précaution. Troisièmement, je confronte Trisha, mais seulement après que les 2 premières pistes sont déjà verrouillées, pas avant. Si elle l'apprend trop tôt, elle appelle un avocat. Elle commence à déplacer l'argent qu'elle pense que je ne connais pas. Elle fait circuler sa version de l'histoire avant la mienne. Je ne lui donne pas cette fenêtre. Il regarda son oncle fixement. Elle passe en dernier. La cuisine était silencieuse, à l'exception du scanner. Puis Devonte dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose le moment venu. Ray se redressa. Brenda Okafor. Il observa le visage de Ray. Tu la connais de l'association de quartier. 3, 4 ans maintenant, dit Ray. C'est une bonne personne. Elle s'occupe de toute la comptabilité du dojo. Elle est copropriétaire. Devonte laissa cette information faire son effet. Elle ne sait rien et elle mérite de savoir. Pas de ma part, mais de quelqu'un en qui elle a déjà confiance. Il soutint le regard de Ray. Pas pour lui faire du mal, juste pour m'assurer qu'elle a ce qui lui est dû avant qu'Ivan ne puisse prendre les devants. Ray resta silencieux un long moment. Une femme qui s'occupe des comptes, dit-il lentement, et qui découvre que son mari la trompe depuis 2 ans. Devient la personne la plus puissante dans son monde financier, compléta Devonte. Du jour au lendemain. Ray se renversa dans sa chaise. Il regarda son neveu comme il l'avait regardé le matin où il l'avait conduit au bureau de recrutement, comme s'il voyait quelque chose de pleinement formé qui grandissait depuis longtemps. Ta grand-mère, dit-il, t'a bien élevé. Devonte finit son café. Il rentra chez lui par des rues calmes, se changea et se mit au lit. Il ferma les yeux. Il dormit sans difficulté. Le matin, il appela le bureau de Diana O'Day pour prendre rendez-vous. Le bureau de Diana O'Day se trouvait au 4e étage d'un immeuble à 2 pâtés de maison du palais de justice. Pas d'art sur les murs, rien de décoratif, juste des lignes épurées, un large bureau et des étagères de classeurs organisés qui avaient l'air d'armes correctement rangées. La fenêtre derrière elle laissait entrer une lumière matinale plate. Elle y était assise comme si elle y appartenait. Elle était déjà à son bureau quand l'assistante fit entrer Devonte. Elle ne se leva pas. Elle désigna la chaise en face d'elle et prit son stylo. Commencez par le début, dit-elle. Ne résumez pas. Je vous dirai ce qui est pertinent. Devonte commença par le début. Il ne résuma pas.
Il raconta tout de la même manière qu'il l'avait fait avec l'oncle Ray, dans l'ordre, sans faire de commentaires, le parking, la sauvegarde cloud, les factures d'hôtel, les textos. Il posa une clé USB sur son bureau. Il plaça un dossier imprimé à côté. À l'intérieur du dossier, une chronologie qu'il avait construite lui-même, datée et sourcée, avec les relevés financiers pertinents engloutis et marqués en bleu. Diana ne toucha à aucun des deux articles pendant qu'il parlait. Elle prenait des notes d'une écriture compacte et économique et posait des questions à des moments précis, non pas pour le ralentir, mais pour fixer des faits spécifiques. Depuis combien de temps était-il le principal soutien de famille? Y avait-il des comptes joints? Son nom était-il seul sur l'acte de propriété ou les deux noms? Quelle était la valeur marchande actuelle de la maison? Quand il eut fini, elle prit le dossier. Elle le parcourut comme un médecin lit un dossier médical, rapidement, minutieusement, sans réagir. Elle ouvrit la clé USB sur son ordinateur portable. Elle examina 3 documents, en croisa 2, et prit une seule note supplémentaire. Puis elle ferma le dossier. « Vous avez fait mes 3 premières semaines de travail pour moi », dit-elle. Elle tourna le bloc-notes vers lui. Dessus, elle avait dessiné une structure simple en colonne, actif à gauche, statut de la documentation à droite. Elle lui expliqua sans fioriture. La maison, aux deux noms, mais financée principalement par ses revenus, serait traitée comme un bien matrimonial. Sa documentation de contribution financière était solide. Les comptes de retraite, le sien et le sien, étaient sujets à division, mais la disparité de contribution était significative et bien documentée. Le portefeuille d'investissement, qu'il avait construit progressivement sur 6 ans, était l'actif unique le plus précieux en dehors de la maison. Les textos et les relevés d'hôtel ne déterminaient pas automatiquement le résultat financier dans cet état, expliqua-t-elle, mais ils établissaient un schéma clair qui soutenait sa caractérisation de la rupture du mariage. Ils comptaient. Ce qu'ils font principalement, dit Diana, c'est établir que vous n'êtes pas l'agresseur et ne l'avez jamais été. Cela compte pour le déroulement de la médiation, et cela compte pour la façon dont un juge lira cela si ça va au-delà de la médiation. Elle posa son stylo. Voici ce que vous ne faites pas. Vous ne déplacez pas d'argent. Vous ne changez pas les mots de passe des comptes. Vous ne faites aucun changement financier qu'elle pourrait présenter comme réactif ou vengeur. Vous ne la confrontez pas. Pas encore. Elle le dit clairement, sans l'adoucir. Au moment où vous agissez avant que les papiers ne soient en place, vous lui donnez une histoire. Pour l'instant, elle n'en a pas gardé les choses ainsi. Devon hocha la tête. Compris. Diana afficha les relevés financiers sur son ordinateur portable et commença l'audit complet. Devon s'assit en face d'elle et répondit à ses questions quand elle en avait. La plupart du temps, elle travaillait en silence. Le système de ventilation de l'immeuble bourdonnait doucement au-dessus. Dehors, la circulation se déplaçait 4 étages plus bas. Elle était à 20 minutes de l'audit quand elle s'arrêta. Elle ne dit rien immédiatement. Elle afficha un deuxième écran, vérifia quelque chose, en afficha un troisième. Elle prit 2 notes, puis elle leva les yeux. Saviez-vous que votre femme a ouvert un compte d'épargne il y a 14 mois à son nom, rattaché à une SARL enregistrée? L'expression de Devon ne bougea pas, non. Diana tourna l'ordinateur portable vers lui. À l'écran se trouvait un relevé financier, relevé de compte, petit et constant retrait du compte joint, dépôt sur une ligne distincte. Les montants étaient modestes individuellement, 50 par-ci, 120 par-là, quelques-uns plus importants occasionnellement, 300, 250, assez espacés pour disparaître dans le bruit ordinaire des finances partagées. Mais elle l'avait fait tous les mois, pendant 14 mois, sans jamais manquer. Les transferts sont dimensionnés délibérément, dit Diana. Assez petits pour ne pas être signalés. Assez constants pour que sur 14 mois, ils s'accumulent pour former quelque chose qui vaut la peine d'être pris quand elle sera prête à partir. Elle le laissa regarder les chiffres. La SARL avait été enregistrée le même mois où les transferts avaient commencé. Devon regarda l'écran un instant. Puis il regarda de nouveau Diana. Qu'est-ce que cela change pour la médiation, demanda-t-il. Ça change toute la situation, dit-elle. Transfert frauduleux de biens matrimoniaux. Ce n'est pas un argument émotionnel. C'est un argument juridique, et il est documenté. Elle ferma l'ordinateur portable. Elle prévoyait de partir et elle finançait sa sortie à votre insu. Ce n'est pas une femme qui était malheureuse. C'est une femme qui se préparait. Elle le dit sans drame.
Juste le fait, posé sur le bureau entre eux. Devonte la remercia. Il se leva, boutonna sa veste et lui serra la main. Il prit l'ascenseur jusqu'au parking. Il trouva son camion au 2e niveau et monta à bord. Il s'assit, les mains posées sur le volant, et regarda le mur de béton en face de lui. 14 mois. Chaque dîner, chaque soirée ordinaire sur le canapé, chaque fois qu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée ou se plaignait de la circulation ou disait qu'elle était fatiguée et allait se coucher tôt. Chaque matin où elle partait pour le dojo dans ses vêtements de sport avec son téléphone face contre terre dans son sac. Chacun de ces moments, elle avait déjà été en train de construire la porte par laquelle elle prévoyait de sortir. Il resta assis avec cette pensée quelques minutes. Pas longtemps, juste assez pour la laisser être vraie. Puis il démarra le moteur. Il rentra chez lui. Il décongela du poulet, cuisina du riz, mit la table. Quand Richard rentra du travail, elle laissa tomber son sac près de la porte et dit que la circulation sur la 5e avait été impossible. Dure journée, dit-il depuis la cuisinière. La routine, répondit-elle. Il hocha la tête et lui dit que le dîner serait prêt dans 10 minutes. Elle monta se changer. Il remua le riz et ne dit rien de plus. Le cocktail se tenait dans un espace événementiel loué au-dessus d'une quincaillerie sur Clement Street. Guirlandes lumineuses, table haute avec des nappes blanches, un bar payant dans le coin qui faisait de bonnes affaires dès 19h. Le genre d'endroit où les propriétaires de petites entreprises venaient se sentir connectés à quelque chose de plus grand que leurs propres 4 murs. Devonte portait une chemise bleu clair et un pantalon sombre. Il ressemblait à un homme qui gérait des stocks ou examinait des contrats d'expédition, ce qui était exactement le but. Il prit un badge nominatif à la table à l'entrée, écrivit « Devonte, logistique » et entra dans la pièce. Il avait été dans une centaine de pièces comme celle-ci. Villes différentes, occasions différentes, même géométrie, des gens debout en groupe de 2 ou 3, les verres tenus à hauteur de poitrine, les voix calibrées pour porter juste assez loin. Il savait comment se déplacer dans un tel espace sans attirer l'attention ni laisser de vide. On sourit quand quelqu'un croise votre regard. On pose des questions sur l'entreprise, pas sur la personne. On écoute plus qu'on ne parle. On devient partie intégrante du décor, et le décor entend tout. Il reconnut Brenda Okafor d'après la photo que l'oncle Ray lui avait décrite. Elle se tenait près du fond de la pièce, à côté d'une table de présentation, des brochures pour Okafor Elite soigneusement disposées, une photo encadrée de l'équipe de compétition du dojo, une feuille d'inscription pour un cours d'introduction gratuit. Elle parlait à une femme en blazer jaune, hochant la tête avec l'attention concentrée de quelqu'un qui se souciait vraiment de savoir si la conversation était utile. Devonte se dirigea nonchalamment vers la table. Il prit une brochure. Il la lut avec le léger intérêt d'un homme qui n'y avait aucun enjeu particulier. Brenda termina sa conversation, se tourna et le remarqua en train de regarder la photo de la compétition. « Vous pensez vous inscrire ?» demanda-t-elle. Sourire facile. Répétez mais pas faux. Peut-être, dit Devonte. Je cherche quelque chose pour m'y remettre. Je m'entraînais un peu il y a des années. Quel genre? Un peu de tout. Rien de sérieux. Elle hocha la tête. Nous avons un bon cours de fondamentaux pour adultes les mardis et jeudis soirs. Elle tapota la feuille d'inscription. Sans pression. Le premier cours est toujours gratuit. J'y réfléchirai, dit-il. Ils parlèrent pendant 4 minutes. Il posa des questions sur les programmes du dojo, et elle répondit avec la fluidité de quelqu'un qui avait construit la chose de A à Z et en connaissait chaque recoin. Le nombre d'inscriptions, le programme pour enfants dont elle était la plus fière, la rénovation de la salle d'entraînement arrière qu'ils avaient terminée au printemps dernier. Elle mentionna la demande de subvention qu'ils avaient soumise pour le programme de sensibilisation des vétérans, quelque chose qu'elle avait recherché et rédigé elle-même sur une période de 3 mois. Sa voix portait la fierté particulière d'une personne qui avait fait plus de la moitié du travail sur quelque chose sans avoir besoin de l'annoncer. Elle ne mentionna pas le nom de son mari une seule fois. Devonte lui serra la main à la fin et passa à autre chose. Il savait ce qu'il avait besoin de savoir. Il passa les 20 minutes suivantes à parcourir le reste de la salle. Il parla à une femme qui dirigeait une imprimerie. Il parla à un homme qui possédait 2 pressings et voulait en ouvrir un 3e. Il but de l'eau tonique avec du citron vert, rit au bon moment et fut complètement et agréablement quelconque. Puis il entendit la voix d'Yvan de l'autre côté de la pièce. Il ne se retourna pas immédiatement.
Il laissa le son le localiser d'abord. Yvan se tenait près du bar avec un autre homme, plus petit, portant un polo avec un petit logo brodé que Devont ne reconnut pas. Il se dirigea vers l'extrémité proche du bar et commanda une autre eau tonique. Il se positionna au coin du comptoir, légèrement tourné. Yvan était à l'aise. C'était le mot. Il avait son verre à la main, sa posture ouverte, sa voix portant l'autorité facile d'un homme qui croyait que chaque pièce était la sienne. « Je parle à un gars de Buckhead pour l'espace », disait Yvan. « Probablement dans 12 mois, 14 au plus. Le marché d'Atlanta est complètement différent. Il y a de l'argent réel là-bas. »« Tu déplaces toute l'opération ?» demanda l'homme. Curtis, supposa Devont. « Restructuration. Garder l'emplacement actuel en activité. Probablement faire venir un manager, mais le vrai coup, c'est Atlanta. » Yvan but une gorgée. Trisha a déjà des contacts là-bas grâce à son réseau de facturation. Ça rend la transition beaucoup plus propre. Curtis haussa un sourcil. Trisha ? Ouais, dit Yvan nonchalamment. Le nom d'une femme dont le mari était à 1 mètre de lui et invisible à ses yeux. Elle fait partie du plan depuis un moment maintenant. Femme intelligente. Elle sait comment s'y prendre. Curtis hocha lentement la tête. Ma femme ne le sait pas encore, dit Yvan plus bas, mais pas assez bas. C'est la partie que je gère, mais on y est presque. Il le dit comme un homme parle d'une complication commerciale, pas d'une personne. Une variable. Devont se tenait au bar. Il but une lente gorgée de son eau tonique et regarda les bouteilles alignées le long du mur derrière le comptoir, ambrées, clair et vert foncé, soigneusement rangées, tout à sa place. Il posa son verre, fit un signe de tête au barman et sortit. Il s'assit dans son camion et laissa le silence s'installer. Après quelques minutes, il appela l'oncle Ray. « Comment c'était » demanda Ray. « Éducatif. » Devont se pencha en arrière dans son siège. Elle a monté ce dossier de subvention elle-même. Elle y a passé 3 mois. Elle n'a aucune idée de tout ça. Ray resta silencieux un moment. Seigneur. Il parle aussi de ses affaires à Atlanta à ses associés, en la nommant. Devont regarda un couple quitter l'entrée du bâtiment en riant de quelque chose. Trisha est un problème logistique qu'il est en train de résoudre. C'est tout ce qu'elle a toujours été. Elle ne le sait pas non plus, dit Ray. Non, dit Devont. Elle ne le sait pas. Ray expira par le nez, le son d'un homme retenant sa colère à 2 mains. Alors, c'est le moment ? Presque, dit Devont. Encore une semaine. Je suis prêt quand tu le seras, dit Ray. Je sais que tu le es, dit Devont. Encore une semaine. Il mit fin à l'appel. Il démarra le moteur et quitta le parking. La maison était calme à 22 heures. Trisha était allée se coucher à 21h30, comme elle le faisait toujours les soirs de semaine. Un verre d'eau sur la table de nuit, un podcast à faible volume, la lumière éteinte avant la fin du premier segment. Il avait écouté ses pas traverser le plafond au-dessus de lui, le grincement du lit, puis plus rien. Devont était assis à la table de la cuisine et regardait à quoi ressemblaient 6 semaines de travail une fois terminées. Les documents étaient organisés en 3 jeux identiques, chacun dans son propre dossier manille. Reçu d'hôtel trié par date. Texto imprimé avec les passages pertinents marqués dans la marge. Relevé bancaire avec les transferts de la SARL surlignés en jaune. Les dépôts préliminaires de Diana, les transcriptions des mémos vocaux, tout était étiqueté, tout était numéroté. Il avait déjà fait ce genre de travail, dans d'autres contextes, pour d'autres buts. La discipline était la même. On rassemble, on vérifie, on organise, on prépare, puis on attend le moment où la préparation devient action. Il avait fini d'attendre. Il sortit son téléphone et appela l'oncle Ray. Il était tard, mais Ray répondit à la 2e sonnerie. Il le faisait toujours. C'est le moment, dit Devont. Contacte Brenda. Un court silence. Puis Ray dit, je la contacterai demain matin. Par l'intermédiaire de Denise, dit Devont. Fais ça discrètement. Je sais comment faire, dit Ray. Et il n'y avait aucune irritation dans sa voix. Juste le calme d'un homme qui attendait cette instruction précise depuis 6 jours et qui était prêt. Je serai prudent avec elle. Je sais que tu le seras. Dors un peu, dit Ray. Devont dit bonne nuit et mit fin à l'appel. Ray rappela le lendemain soir,
juste après 18 heures. Devont était dans le garage en train de réorganiser une étagère qu'il n'avait pas besoin de réorganiser. Ses mains avaient besoin de quelque chose à faire. Je l'ai rencontré pour un café, dirait. Un petit endroit sur Marbury Street. Denise a fait les présentations. Brenda pensait que c'était pour une affaire générale de la communauté. J'ai attendu que Denise s'éloigne. Il marqua une pause. Je lui ai donné les dates. L'hôtel près de l'aéroport. Le nom de la SARL. Je lui ai dit de vérifier elle-même les relevés de transactions avant de faire quoi que ce soit. Comment l'a-t-elle pris? Ray resta silencieux un moment. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste restée très immobile et m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé si j'avais quelque chose d'écrit. Je lui ai donné les 2 pages que Diana avait autorisées à la divulgation, puis elle les a pliées et les a mises dans son sac. Dirait. Elle s'est levée, m'a serré la main, m'a remercié, et est partie. Devont attendit. Elle ne pleurait pas, dirait. Elle était en train de consulter les dossiers. Je le sais parce que Denise m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Brenda avait déjà appelé la banque. Devont posa la boîte qu'il tenait. Brenda Okafor avait son nom sur chaque compte qui faisait tourner Okafor Elite. Depuis le début. Elle avait construit ses comptes en même temps que tout le reste. Et ce qu'elle avait construit, elle pouvait aussi le fermer. D'accord, dit Devont. Ouais, dirait doucement. D'accord. Le soir suivant, Trisha prépara des pâtes. Elle mit la table sans qu'on le lui demande, ce qu'elle faisait rarement maintenant, et ils mangèrent avec la télévision éteinte et la lumière chaude de la cuisine au-dessus d'eux. Elle était de bonne humeur. Devont le nota sans commentaire. On devrait prévoir un voyage, dit-elle en enroulant sa fourchette. On n'est allé nulle part depuis presque 2 ans. Ça nous ferait du bien. Ouais, dit Devont. Il but une gorgée d'eau. Choisis un endroit où tu as toujours voulu aller. Ne te soucie pas du coup. Elle leva les yeux de son assiette. Quelque chose traversa son visage. De la surprise, peut-être. Ou quelque chose qui essayait d'y ressembler. Sérieusement. Pourquoi pas, dit-il. On ne vit qu'une fois. Elle sourit. C'était un vrai sourire, ou assez proche du vrai pour que la différence n'ait plus d'importance. D'accord, dit-elle. Laisse-moi y réfléchir. Prends ton temps, dit-il. Elle fit la vaisselle après. Il les sécha et les rangea, et ils se déplacèrent l'un autour de l'autre dans la cuisine avec l'efficacité rodée de 2 personnes qui avaient partagé un petit espace pendant longtemps. Elle l'embrassa sur la joue avant de monter. Il se tint au comptoir et l'écouta partir. Il était encore à table à 23h30 quand la maison était silencieuse depuis plus d'1 heure. Il se leva. Il se dirigea vers le couloir. Il décrocha la photo de l'équipe cils du mur. Le clou laissa un petit cercle pâle dans la peinture. Il la ramena à la table de la cuisine. Il la posa et la regarda. 8 visages, la lumière du désert derrière eux, certains plissant les yeux, aucun ne souriant vraiment, mais quelque chose s'en approchant. Des hommes qui avaient su précisément de quoi il était capable, et qui ne lui avaient jamais demandé d'être moins que cela. Il n'avait pas regardé cette photo, vraiment regardé, depuis longtemps. Il resta assis avec elle un moment. Le chagrin vint comme il le faisait parfois, net, privé et sans théâtralité. Il le laissa faire. Puis il retourna la photo face contre la table. Il éteignit la lumière de la cuisine. Il monta, se mit au lit et ferma les yeux. Il dormit. Demain était le jour. Elle descendit à 7h45. Devont l'entendit avant de la voir. Le son particulier de sa routine du week-end, les pas délibérés, la porte de la salle de bain, le silence qui suivait. Il était à la table de la cuisine depuis 40 minutes déjà. Café fait, 2 tasses versées, le dossier Manille centré devant lui comme un couvert. Il l'entendit dans les escaliers. Elle apparut au coin de la cuisine, déjà habillée pour le dojo, leggings noirs ajustés, une veste zippée, ses cheveux tirés en arrière comme elle les portait quand elle s'entraînait. Elle s'arrêta quand elle le vit. « Tu es levé tôt, dit-elle. Assieds-toi, Trisha. » Quelque chose dans sa voix la figea. Pas les mots, la platitude derrière eux, l'absence complète et totale de quoi que ce soit à lire. Elle s'assit. Elle regarda le dossier.
Elle regarda les 2 tasses de café. Elle le regarda. Qu'est-ce que c'est? Il ouvrit le dossier et posa le premier article sur la table entre eux. Un reçu d'hôtel. Le Hampton près de l'aéroport. Imprimé proprement. La date visible en haut à droite. Le prix de la chambre détaillé en dessous. 14 octobre, dit-il. Il y a 18 mois. Elle le regarda, sa mâchoire se contracta. Il posa le deuxième article à côté. Un autre reçu. Hôtel différent. Date différente. 2 novembre, dit-il. Il posa un troisième article sur la table. Un message texte imprimé. Le nom d'Ivan en haut. Tu es à moi. Et la réponse de Trisha en dessous. Je sais. Je sais que je le suis. Son sang-froid se brisa. Ça s'est passé vite. Un changement soudain dans sa respiration. Ses yeux s'éloignant du papier puis y revenant. Ses doigts appuyant à plat sur le bord de la table. Devant. Il y a 22 mois de dossier ici, dit-il. Il n'était pas fort. Il n'était pas froid. Il était simplement précis. Facture d'hôtel, facture de restaurant, texto, certains que tu as supprimés. La sauvegarde cloud que tu ne savais pas que j'avais configurée les a attrapés. Elle dit, je peux expliquer. Il posa le 4e article sur la table. Les relevés de transfert de la SARL, la feuille de synthèse de Diana dessus. 3 mois de relevés en dessous. Trisha regarda les papiers. La couleur de son visage changea. C'est le compte que tu as ouvert il y a 14 mois, dit-il. Voici les transferts. Assez petit pour passer inaperçu si personne ne regardait. Assez constant pour raconter une histoire claire une fois que quelqu'un l'a fait. Elle se renversa en arrière. Elle croisa les bras. Quand elle leva les yeux vers lui, quelque chose s'était réorganisé derrière ses yeux. Le même pivotement qu'il l'avait vu pratiquer, probablement sans savoir qu'elle le pratiquait. Le passage de la prise sur le fait à la blesser. Tu n'étais jamais là, dit-elle. Sa voix tremblait, mais les mots eux-mêmes étaient lisses, comme quelque chose dit auparavant. Tu es revenu de ce déploiement et tu as juste disparu. Tu étais dans cette maison et tu étais parti. J'étais seul, devant. J'ai été seul pendant 2 ans alors que tu étais juste là. Il posa le document suivant sur la table. Elle baissa les yeux dessus involontairement. Qu'est-ce que? C'est l'horodatage de ton premier texto à Ivan, dit-il. 11 semaines après mon retour. Elle se tut. Tu disais aux gens que j'étais émotionnellement indisponible avant même que les draps ne soient froids, dit-il. Toujours plat. Toujours égal. Tu as construit cette histoire pendant que tu construisais tout le reste. Ce n'était pas, elle s'arrêta. Ça ne devait pas aller aussi loin. Il posa le dernier document sur la table. Elle ne le regarda pas, devant. Sa voix avait encore changé. Plus douce maintenant. Quelque chose qui voulait sonner comme du remords. Y a-t-il un moyen? Pouvons-nous en parler? Pouvons-nous? Elle attrapa son téléphone. Diana Audet est mon avocate, dit-il. Tu devras engager le tien avant de passer des appels. Sa main s'arrêta sur le téléphone. Elle le fixa. Il se leva. Il prit sa veste sur le dos de la chaise et l'enfila. Une manche puis l'autre, sans se presser. Il prit ses clés sur la table. Le dossier, il le laissa là où il était. Organisé, complet, chaque article à sa place. Il se dirigea vers la porte. Devant. Sa voix le suivit à travers la cuisine. Où vas-tu? Il s'arrêta à la porte. Il ne se retourna pas. Pour terminer une conversation que j'ai commencée il y a quelques semaines. Il sortit. La porte se referma derrière lui avec un clic doux et définitif. Le son d'une porte bien ajustée dans une maison bien entretenue. Rien de plus et rien de moins. À l'intérieur, Trisha était assise seule à la table de la cuisine. Les documents étaient étalés devant elle. Les 2 tasses de café avaient refroidi. La lumière du matin entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier comme elle le faisait toujours, réchauffant le même comptoir pâle qu'elle avait réchauffé pendant 4 ans, tombant sur le même sol, remplissant le même silence. Tout semblait exactement pareil. Rien ne l'était. Le parking d'Okafor Elite était à moitié plein. Famille du samedi matin,
un monospace avec un autocollant de football pour jeunes à l'arrière. Une rangée de vélos attachés au râtelier près de l'entrée. À travers les vitres avant, Devon pouvait voir du mouvement. Les petites formes rapides des enfants sur le tapis. Un cours déjà en cours. Il se gara. Il s'assit un moment. Puis il sortit. L'odeur le frappa quand il poussa la porte d'entrée. Tapis en caoutchouc, poussière de craie et la chaleur particulière d'un bâtiment plein de corps au travail. Une adolescente à la réception leva les yeux de son téléphone. « Je peux vous aider ?» Dites à Yvan qu'il a un visiteur, dit Devon. Dites-lui que c'est Devon Cross. Elle prit le téléphone du bureau et relaya le message, le regardant comme les jeunes regardent les adultes qui les rendent incertains. Devon se tenait les mains dans les poches de sa veste et regardait le mur des trophées. Les mêmes trophées qu'il avait repérés la première fois qu'il était entré. Régionaux, d'État, nationaux, un article de magazine encadré près du haut. Le visage d'Yvan souriant sous un titre sur l'entrepreneuriat local. Il entendit Yvan avant de le voir. Les pas venant du couloir du fond avaient une qualité particulière. Délibéré, pesant, la marche d'un homme se rappelant comment entrer dans une pièce. Yvan passa la porte dans son GI, la ceinture noire en place, les 3 bandes dorées pointant vers le sol. Il avait l'air de quelqu'un qui avait répété une expression et n'en était pas tout à fait satisfait. Il s'arrêta à quelques mètres. « Cross, dit-il. » Yvan. Devon inclina la tête vers le fond de la salle d'attente, loin de la réception. « Par ici. » Yvan suivit, ce qui était le premier indice. Car un homme entièrement en contrôle de sa situation ne suit pas. Il mène. Ils se tinrent près de la fontaine à haut bout du couloir. Placés de manière à ce que la réception ne puisse pas entendre clairement. À travers la fenêtre de la porte du studio, Devon pouvait voir un parent assis dans la salle d'attente de l'autre côté, faisant défiler son téléphone, à moitié présent. Devon garda sa voix basse et stable. « Je sais pour les hôtels, dit-il. 22 mois d'entre eux. Je sais pour les textos. Je les ai imprimés et documentés et ils sont dans le bureau de mon avocate en ce moment même. » Il marqua une pause. « Je sais pour Atlanta, le plan d'expansion, le calendrier. J'étais à 2 mètres de toi quand tu en as parlé à Curtis au cocktail. » La mâchoire d'Yvan bougea. Son menton se leva. Le réflexe d'un homme se recalibrant vers l'agression. Devon continua, sans se presser. « Je sais pour le compte SARL que Trisha a ouvert pour financer sa sortie. Mon avocate l'a trouvé lors de l'examen financier. C'est aussi dans le dossier. » Il regarda Yvan fixement. « Je suis venu ici parce que tu devais l'entendre de ma bouche, en personne, par courtoisie. C'est fini, Yvan. Tout est terminé. » Yvan resta silencieux une longue seconde. Puis il s'avança, réduisit la distance de moitié, baissant le menton, laissant sa taille occuper l'espace entre eux comme il l'avait fait 1000 fois dans 1000 pièces où cela avait toujours fonctionné. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, exactement, dit-il, bas et délibéré. La même question qu'auparavant, le même poids derrière, la même erreur fondamentale de jugement sur l'homme en face de lui. Devon ne recula pas. Il leva les yeux vers Yvan sans aucun changement d'expression. Pas de chaleur, pas de peur, pas même cette immobilité particulière qui vient de la suppression de la peur. Juste un homme qui avait déjà terminé ses calculs et attendait que l'autre personne rattrape son retard. Rien, dit Devon. Tu es déjà fini. Il laissa cela en suspens un moment. Brenda est dans les comptes du dojo depuis mercredi, dit-il. Accès complet. Elle l'a depuis le début, alors j'imagine que tu sais ce que cela signifie mieux que moi. Il observa le visage d'Yvan. Le calcul qui s'y déroulait était presque visible, comme des cartes retournées rapidement. Le conseil de la subvention communautaire des vétérans. Ils examinent ta demande le mois prochain. J'ai servi avec 2 de ces hommes. Ils connaissent ton nom maintenant. L'expression d'Yvan passa par plusieurs phases en succession rapide. Aucune d'entre elles n'était confiante. Nous avons terminé ici, dit Devon. Il se tourna et traversa la salle d'attente vers la porte d'entrée. Il passa devant la réception. Il passa devant le mur des trophées. Il ne se retourna pas. Derrière lui, Yvan se tenait sur le sol de son propre dojo, dans son uniforme, sa ceinture noire, devant la fenêtre où ses élèves étaient visibles sur le tapis, devant le parent de la salle d'attente qui avait baissé son téléphone à un moment donné de l'échange et ne l'avait pas relevé.
Au moment où Devont atteignit son camion, il n'entendit plus rien de l'intérieur. Il s'assit sur le siège du conducteur. Il sortit son téléphone et ouvrit ses messages avec Diana Audet. Il tapa un mot, « Allez-y », il posa le téléphone sur le siège à côté de lui. À travers le pare-brise, le parking était ordinaire. Des familles arrivaient. Un père tenant un petit sac de sport. Un enfant courant en avant vers l'entrée. Devont démarra le camion. Il se rendit chez l'oncle Ray. Ray était déjà sur le porche quand il arriva. 2 tasses de café sur la balustrade, comme s'il avait connu leur approximatif sans qu'on le lui dise. Devont se gara, monta les marches du porche et s'assit dans l'autre chaise. Ils ne dirent pas grand-chose. La matinée était fraîche et claire, la rue calme, un chien aboyant dans une cour voisine puis se taisant. Ils s'assirent ensemble et burent leur café. Le premier domino tomba un mercredi. Brenda Okafor demanda le divorce et gela tous les comptes joints liés à Okafor Elite Martial Art avant qu'Ivan n'ait terminé ses cours du matin. Elle avait accès à tout. Elle l'avait toujours eu. Et elle utilisa cet accès comme une femme utilise quelque chose qu'elle a tranquillement détenu pendant des années sans savoir qu'elle en aurait un jour besoin. Les comptes d'exploitation du dojo furent bloqués. Paie, location d'équipement, les commandes de fournitures qu'Ivan avait passées pour la construction à Atlanta. Tout s'arrêta. Ivan ne pouvait pas toucher $1 sans sa signature. Le mot se propagea comme il le fait toujours dans une communauté bâtie sur la réputation et la proximité, rapidement et sélectivement. En une semaine, 2 des instructeurs principaux d'Ivan en avaient assez entendu. Marcus Webb, qui était au dojo depuis 6 ans, et une femme nommée Carla Torres, qui dirigeait le programme pour les jeunes les après-midi de semaine, donnèrent tous 2 leur démission à 2 jours d'intervalle. Ils furent polis, professionnels. Ils ne firent pas de discours. Ils ouvrirent leur propre studio de l'autre côté de la ville. Ils envoyèrent des emails à leurs élèves réguliers. Environ 40% des membres inscrits à Okafor Elite les suivirent. Le conseil de la subvention communautaire des vétérans se réunit le jeudi suivant. Le vote fut unanime. La demande d'Ivan fut rejetée sans délibération prolongée. Le conseil cita des préoccupations concernant la stabilité organisationnelle. 2 des 5 membres votants avaient été déployés avec un homme nommé Devont Cross, et ils avaient passé quelques appels la semaine précédente. Ils savaient à quoi ils avaient affaire. L'expansion d'Atlanta s'est dissoute en l'espace de 10 jours après cela. Le partenaire commercial d'Ivan, propriétaire d'une chaîne de salles de sport de Buckhead, qui avait aimé les chiffres et la réputation, se retira complètement de l'arrangement une fois que le gel et le refus furent connus. Il envoya un seul email. Il ne donna pas suite. Il n'y avait pas d'Atlanta. Il n'y en aurait jamais maintenant. L'histoire de Trisha s'effondra différemment, plus lentement, et à certains égards, pire. Elle avait passé 2 ans à la construire soigneusement. Le portrait d'une femme endurant un mari distant, un homme qui était rentré de déploiement et l'avait laissé émotionnellement derrière lui. Un mariage qui était mort tranquillement bien avant qu'elle n'en parte. Elle avait raconté cette histoire à ses amis, à sa famille, à quiconque s'asseyait assez longtemps avec elle pour un café ou un appel téléphonique. Elle avait façonné la sympathie avant même d'avoir besoin de la recueillir. Lorsque la chronologie réelle a fait surface 22 mois, pas une chose spontanée, mais une chose soutenue et délibérée, le compte SARL qu'elle avait ouvert et alimenté discrètement pendant plus d'1 an. Le plan d'Atlanta qu'elle n'avait jamais mentionné à personne dans sa vie personnelle, la sympathie n'a pas vacillé. Elle s'est inversée complètement et de façon permanente. Les amis qui avaient hoché la tête sont devenus silencieux. Puis distants. Sa cousine a cessé de répondre aux textos. Une femme de son église qui avait qualifié Devont d'émotionnellement absent à 3 personnes différentes lui a envoyé un message privé qui disait simplement « Je suis désolé. Je ne connaissais pas toute l'histoire. » Devont l'a lu, a répondu par 2 mots « Merci » et est passé à autre chose. Diana Audet s'est occupée de la médiation avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui s'était si bien préparé que le résultat n'a jamais été sérieusement mis en doute. Elle a placé la documentation sur le transfert de la SARL sur la table lors de la première session et l'a laissé parler. 14 mois de transfert soigneusement dimensionné, constant, une piste papier qui racontait une histoire très claire sur l'intention. L'avocat de Trisha, un avocat assez décent qui était entré dans la pièce en s'attendant à une procédure contestée, a jeté un coup d'œil à la documentation et a tranquillement conseillé à sa cliente d'envisager ses options. Trisha a signé. Elle a reçu considérablement moins que ce qu'elle avait prévu. La maison est restée à Devont.
La majorité des comptes d'investissement est restée à Devont. La sortie qu'elle avait organisée pendant 14 mois minutieux, l'évasion financée, la nouvelle vie qui l'attendait à Atlanta, n'a rapporté qu'une fraction de ce pourquoi elle l'avait construite. Elle et Ivan ont duré 4 mois après cela. Ivan, confronté à une entreprise effondrée et à sa propre procédure de divorce, y a mis fin sans drame ni explication, sans longue conversation, sans véritable adieu. Il n'avait jamais construit vers elle. Elle avait été un plan, et le plan avait disparu. Et donc il est passé à la suite. Devont l'a appris par l'oncle Ray, qui a relayé l'information avec une sorte de satisfaction tranquille, puis n'en a plus parlé. 14 mois après que Diana ait déposé les derniers papiers, l'oncle Ray a organisé une réunion sur le toit d'un ami au milieu de la ville. Rien de formel, de la bonne nourriture, de la musique douce, des gens qui se connaissaient depuis assez longtemps pour que personne n'ait besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Devont avait vendu la maison 3 mois après la finalisation du divorce. Il a acheté une plus petite maison, un 2 pièces non loin de l'endroit où il a grandi. Lignes épurées, bonne lumière, aucun compromis intégré. C'était entièrement la sienne. Le silence qui y régnait lui appartenait. Il avait été promu à l'entreprise au printemps. Consultant principal en logistique, un titre qui signifiait plus de responsabilité et plus de latitude, 2 choses qui lui convenaient. Il avait recommencé à courir le matin, quelque chose qu'il avait laissé tomber sans s'en rendre compte pendant les années de mariage. Son corps s'en est souvenu rapidement. Il était plus rapide qu'il ne s'y attendait. Il dormait bien. Sur le toit, la soirée était chaude. La ville s'étendait en dessous, brillante, indifférente et vivante, les lumières s'allumant à mesure que le ciel passait de l'orange au bleu foncé. Devont se tenait à la balustrade avec une bouteille fraîche à la main et ressentait, sans le nommer, l'aisance spécifique d'un homme qui n'a rien de non résolu. L'oncle Ray est apparu à son coude. Il a regardé son neveu comme il le faisait parfois, faisant un bilan complet, vérifiant quelque chose que lui seul pouvait mesurer. Et puis il a dit, tu sais ce que ta grand-mère dirait en ce moment. Devont a souri. C'était facile, naturel, le genre qui ne demande aucun effort. Tiens ta langue, a-t-il dit. Garde tes cartes. Ray a trinqué sa bouteille contre celle de Devont. Et tu les as toutes jouées comme il faut. Ils sont restés à la balustrade ensemble un moment, à l'aise dans le silence, la ville vivant sa vie en dessous. Plus tard, après que Ray se soit éloigné pour se resservir, et que le toit se soit rempli de rires étouffés et de l'odeur de bonne nourriture, Devont se tenait seul à la balustrade. Il regardait les lumières. La photo de l'équipe s'il était maintenant accrochée dans le couloir de sa nouvelle maison, juste là où il passait chaque matin. Personne ne lui disait plus qu'elle était intimidante. Personne ne lui disait plus rien à ce sujet. Elle était juste là. De la même manière que la vérité est juste là, présente, sans ambiguïté, ne nécessitant aucune explication. Il prit une longue inspiration. Il était exactement là où il devait être. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. J'en ai sélectionné 2 autres pour vous que je pense que vous aimerez vraiment.